Berkoff dans tous ses états. Dans tous mes états et dans tous les états, effectivement, de François Fillon. Un livre très intéressant. On va en parler tout de suite. Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Alors, mon confrère néanmoins ami Tugdual-Denis a écrit un livre de cuisine. Un livre de cuisine absolument passionnant. On y parle de vin, de gastronomie, etc. Non, je dis ça parce que j'étais très content de lire ce livre, La vérité sur le mystère Fillon. Je m'attendais à une analyse politique simplement. Il y a des analyses politiques, mais il y a surtout un témoignage, quelqu'un qui est allé sur le terrain, qui a fréquenté pendant 1 an, effectivement, François Fillon, sa famille, ses enfants, ses amis, ça va de François Sureau, l'avocat, à Jean-Pierre Jouyet, en passant par, effectivement, Bruno Retailleau et autres, mais c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les voit vivre. C'est-à-dire, c'est un livre, c'est un roman vrai, quoi. On les voit vivre, on voit ces gens qui ont été, effectivement, il faut le dire, un peu Tugdual, fracassés par ce qui s'est passé en 2017. Rappelons que François Fillon était le favori, le candidat favori, il devait être président, et puis patatras, tout saute, tout explose. On ne va pas revenir sur l'affaire. Mais ce qu'a fait Tugdual-Denis dans son livre, c'est qu'il les a suivis, il est allé les voir, il a mangé chez eux, il a pris le temps, ils ont visité la Sarthe, les monastères, etc. Il y a Henri de Castres, l'ex-d'AXA. Et alors, moi, ce que je voudrais, Tugdual, c'est que vous nous disiez, au fond, après 1 an de fréquentation assidue donc de François Fillon et de rédaction du livre, c'est qui François Fillon ? Bon, déjà, André, permettez-moi de vous remercier pour vos mots, parce qu'effectivement, c'est exactement ça que j'ai voulu faire. On a tous lu beaucoup de livres politiques où il y a souvent une thèse qui est plus ou moins dissimulée derrière une neutralité d'apparence et d'analyse. Et effectivement, moi, j'ai pris le parti pris inverse, c'est-à-dire que je me suis fondu dans la famille Fillon. Je ne masque pas mes accointances idéologiques avec le fillonisme, mais d'un point de vue humain et personnel, j'ai vraiment voulu voir comment effectivement ces gens-là s'étaient reconstruits après la terrible chute, le crash politique qui avait été la campagne de 2017. Parce que si vous voulez, si les ennuis de François Fillon étaient tels, c'est d'une part parce que vous aviez les ennuis judiciaires de François Fillon, et d'autre part parce que tout ça a été prorogé, démultiplié par des articles sur la personnalité de François Fillon, décrit comme un dissimulateur, un escroc, quelqu'un qui avait des problèmes avec l'argent, etc. Donc moi je me suis dit, bon, pour vérifier tout ça, je vais pas aller voir ses collègues de la politique qui le voient de temps en temps, mais je vais aller voir ses enfants, sa femme et lui et ses vrais amis, parce que François Fillon a peu d'amis, mais il en a quand même quelques-uns. Ouais. Et donc d'ailleurs le premier truc que je lui ai demandé, c'est moi je veux passer un week-end chez vous à bosser dans la Sarthe, parce que tout le monde fantasme beaucoup sur votre manoir, donc j'aimerais bien voir si oui ou non c'est Versailles. Et alors c'est une très belle maison, hein, bien évidemment, mais je décris dans le livre que c'est aussi un endroit avec des canapés fatigués, un peu meublé, on a l'impression, suivant les héritages et les récupérations de meubles à droite à gauche. Et en fait, à la fin de l'année que j'ai passée avec François Fillon, on a fait des parties de chasse, on a dîné, j'ai rencontré donc ses enfants les uns après les autres, et puis j'ai aussi vécu des moments de famille. Je suis allé voir Pénélope à Paris, je suis allé voir le frère de François Fillon, qui est le patron des 24 heures du Mans, et pendant la course, voilà, pour voir un peu sur le terrain comment ça se passait dans cette famille. Et ben, j'ai envie de vous dire que j'ai découvert un univers qui sonne vrai. Alors évidemment, c'est pas le quotidien de tous les Français. Il est ancien Premier ministre, il a un peu plus de pouvoir, un peu plus d'amis connus que les autres. Il a un peu de moyens aussi, et des amis qui en ont plus que lui. Mais à la fin, est-ce que ces gens-là sont authentiques ou pas ? Est-ce qu'ils trichent ou pas ? Est-ce qu'ils sont vulgaires ou pas ? Est-ce qu'ils ont pas mérité ce qu'ils ont ou pas ? Est-ce que Henri de Castres, qui est l'ancien président d'AXA, est quelqu'un qui toute sa vie a travaillé comme un acharné, ou est-ce que c'est juste un grand bourgeois qui profite de la vie en dilettante ? Non, c'est la première solution, bien évidemment. Est-ce que c'est des gens qui, dans leurs relations humaines, trichent, se servent d'intérêts partagés, ou est-ce que c'est des gens qui partagent des vraies convictions, un vrai mode de vie aussi, qui, pareil, une fois encore, tout le monde n'est pas obligé de vivre comme François Fillon, d'être de droite, etc. Mais est-ce que les gens sont sincères ou pas ? Et alors, j'ai découvert un François Fillon, moi j'ai trouvé qu'il doutait beaucoup, quoi. Effectivement, de nombreuses reprises dans le livre, il dit à la télévision, je suis pas bon, j'ai toujours la bonne formule que 3 minutes après.
avec mes enfants, je suis pas toujours un très bon père. Alors déjà, pendant toute la première partie de ma carrière, je m'en suis pas beaucoup occupé d'eux. Et puis dans la seconde partie, je parlais trop de moi. Est-ce que ma femme, je lui ai dit assez souvent que je l'aimais? Est-ce que je me suis assez préoccupé du fait qu'elle était un peu isolée dans la Sarthe? Est-ce que j'ai bien fait pendant la campagne présidentielle telle ou telle chose? Il raconte aussi qu'il a voulu arrêter la veille du Trocadéro. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène, mais en gros, je raconte dans le livre qu'il est chez Marie Fillon. Il est chez Marie Fillon, qui est l'aîné de François Fillon, et vraiment le clan familial a été très soudé et complètement. Ils sont restés soudés. Ah ouais. Tout le temps. En fait, c'est marrant parce que c'est une famille. Avant que François Fillon soit candidat à l'élection présidentielle, ils suivaient la carrière politique de leur père, mais un peu de loin. Ouais, de loin, Quand François Fillon était à Matignon, il y avait un de ses enfants qui habitait à New York. Marie, elle, était déjà mariée, donc avec son mari. Et il y avait que les trois derniers qui habitaient Matignon. Et voilà, ils suivaient ça d'un peu de loin. Après, François Fillon se lance pendant la campagne de la primaire en 2016. Il n'est pas du tout le favori des sondages au début. Les enfants, voilà, regardent ça. Bon. Un peu avec de la bienveillance, et puis il devient le favori. Et puis finalement, il devient le favori. Et puis à peine il est favori, il est empêché par le canard enchaîné. Et là, c'est tout d'un coup l'ennemi public numéro 1. Et là, les enfants se sont vachement soudés autour de lui. Mais alors justement, non, mais là, vous êtes en train effectivement d'écrire François Fillon. On voit déjà pas mal de choses. Mais qui est cet homme au fond, quoi. Oui, non seulement qui est cet homme au fond, mais comment quelqu'un qui est visiblement quelqu'un quand même de construit, de structuré. Arrive à dire trois choses. D'abord, est-ce que vous imaginez le général de Gaulle mis en examen? Deuxièmement, si je suis mis en examen, eh ben je ne vais pas à la présidentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'il pèse ou en fait, c'est ça la question, est-ce qu'il pèse ses déclarations ou en fait ça lui sort, il est sincère, oui, ça lui sort comme ça, et puis il réfléchit pas, après il dit oui, j'aurais pas dû dire ça. Sur le général de Gaulle mis en examen, qui est donc une référence à peine voilée à Nicolas Sarkozy, il explique dans le livre que c'était une erreur et qu'il aurait pas dû, et surtout il explique qu'il n'a pas mesuré la portée de sa parole. Et c'est une fois encore, c'est là la reconnaissance de certaines de ses failles, de certaines de ses limites, puisqu'il explique que quand il écrit un discours, il mesure pas toujours la portée de ses mots, et que en fait il pense que c'est une formule qui va marcher, et en fait c'est trois lignes plus bas une autre, et que effectivement il l'a payé très cher. Sur la mise en examen, si je suis mis en examen, je démissionne. En fait, il explique aussi à quel point il pensait pas se retrouver dans une telle machine à broyer. Il n'y a pas cru une minute. Lui pensait que c'était pas important. Ce qui est intéressant, c'est que le 23 janvier, je raconte, il est à Berlin avec Henri de Castries et Bruno Le Maire, donc c'est-à-dire 2 jours avant la sortie du Canard enchaîné. Il est allé voir Angela Merkel. Il est à l'époque favori de l'élection présidentielle, candidat de la droite, propre sur lui, voilà, très triomphant à venir. Et il a un coup de fil du Canard enchaîné qui lui disent voilà, vous savez, on s'intéresse à l'emploi de votre femme comme assistante parlementaire, donc on sort le papier mercredi. Et il n'est pas stressé. Il imagine que c'est voilà, un des moments un peu compliqués d'une campagne présidentielle, mais que c'est un peu un passage obligé, on vous déshabille, on vous scanne. Et en revanche, le jeudi sort le Canard enchaîné. Lui, il va à Bordeaux voir Alain Juppé pour sceller un peu l'union de la droite. Il revient en avion privé, et juste avant de monter dans l'avion, il apprend que le parquet national financier ouvre une enquête. Et donc la fameuse Madame Houlette, qui ouvre une enquête préliminaire contre lui. Et en atterrissant, il appelle Igor Mitrofanov, qui est sa plume, qui est son ami, et qui lui dit, et il dit à Igor, tu sais Igor, si j'avais pu me jeter dans le vide pendant le vol, je crois que je l'aurais fait, parce qu'en fait, il sait à ce moment-là il a compris que la machination va commencer à faire son œuvre. C'est-à-dire que le parquet national financier, et derrière, je le raconte, c'est une famille qui vit des perquisitions, qui vit des auditions. Pénélope Fillon est auditionnée, la première chose que lui dit le juge, c'est pas bonjour, pas au revoir, c'est madame, vous pouvez aller en prison. C'est des auditions à charge, enfin des auditions très dures, dont ne transparaissent ensuite dans la presse sur fond de violation du secret de l'instruction perpétuelle que des éléments à charge. Et donc cette famille, ce couple et puis cet homme vont vivre ça de plein fouet. Après, sur le mystère Fillon, qui explique le reste, effectivement, est-ce que c'est la fragilité, ces erreurs tactiques, est-ce qu'il est fragile? C'est une personnalité extrêmement complexe, extrêmement dense, et surtout qui ne ressemble pas à l'époque, et c'est pour ça qu'il nous déroute tous. En fait, François Fillon, contrairement à tous les hommes politiques de sa génération, c'est quelqu'un d'extrêmement réservé, qui ne cherche jamais à séduire. Vous en connaissez des hommes politiques, la première chose qu'ils vous font, c'est André, on te tape dans le dos, on te tutoie, ils sont toujours dans la séduction, c'est consubstantiel à ce qu'est un homme politique. Lui, il n'est absolument pas dans la séduction. Par ailleurs, en plus, il défend des idées
entre guillemets, parfois d'un autre temps. C'est-à-dire que c'est quand même quelqu'un qui a remis un peu au goût du jour le conservatisme pendant sa campagne, campagne de 2016, avec une ligne tout à fait identifiée et définissable, et qui en plus a emporté une majorité de suffrages. Mais si vous voulez, François Fillon, il reçoit cette onde de choc, et en fait, comme c'est quelqu'un qui a connu des épreuves assez intenses dans son enfance, qui a perdu son frère quand lui avait 25 ans, son frère s'est tué en voiture quand lui il avait 18 ans, le frère en question, Arnaud, qu'il avait une mère qui était à la fois très supporter de lui, mais en même temps qui lui disait ses quatre vérités, qu'il a été élevé aussi dans vraiment une espèce de sobriété émotionnelle, c'est-à-dire que voilà, lui, il a jamais fait montre de ses émotions, et donc on a tous été un peu estomaqués de voir que quelqu'un qui prenait comme ça un TGV lancé à pleine vitesse dans le buffet, reste stoïque Alors, il reste et ne stoïque. montre pas ses omissions. Vous le racontez très bien dans le bouquin. Il reste stoïque, mais en même temps, je pensais à ce que disait Dupond-Moretti, d'ailleurs vous le citez, mais au-delà de ça, en même temps, on s'est demandé pourquoi ne résiste-t-il pas? Pourquoi ne dit pas, mais ce parquet, vous n'avez pas le droit de... Pourquoi il ne résiste pas aux perquisitions? Pourquoi il ne prend pas, je fais exprès, vous allez me dire ça n'a rien à voir, une espèce de réaction à la Trump, en disant vous m'emmerdez, vous êtes tout, vous racontez n'importe quoi, etc. Je veux dire, est-ce que c'est le trait de son caractère? Il dit non, je vais être silencieux. En fait, c'est le tiraillement de François Fillon, parce que vous voyez, vous parlez de Trump, c'est intéressant. Sur le plan politique, il explique dans le livre, et c'est assez détonnant, parce qu'effectivement Trump n'a pas qu'une bonne réputation en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Il explique que son pari en 2016, alors que lui est ancien Premier ministre de la droite conventionnelle, c'était justement un peu un pari à la Trump aussi. Il voyait bien l'espèce de crispation identitaire française, l'archipel français décrit par Jérôme Fourquet, avec des communautés qui commencent à périphérique de Guy Lui, se tendre les uns les autres, la France périphérique de Guy Lui, les petits blancs déclassés, etc. Et ça, il avait saisi un peu l'urgence civilisationnelle, pardon pour les grands mots, de répondre à tout ça. Donc ça, on avait d'un côté le Fillon un peu punk, entre guillemets, qui était prêt à casser la baraque, et puis vous avez quand même d'un autre côté le Fillon extrêmement loyaliste. C'est-à-dire que effectivement, Éric Dupond-Moretti, je raconte dans le livre, a conseillé à François Fillon de pas se rendre aux auditions, d'envoyer tout valdinguer, bien sûr, de faire le matamor, etc. Mais il y avait aussi la nature profonde de François Fillon et de Pénélope Fillon, qui sont très loyalistes, qui se sont rendus aux auditions, qui se sont même pas posé la question de le faire, qui ont répondu aux questions. D'ailleurs, tout le monde dit que Pénélope Fillon n'a jamais pu donner d'éléments sur sa défense. Or, je raconte dans le livre que dans les auditions avec la brigade financière, c'est-à-dire les policiers, pas devant le tribunal, elle a eu des auditions de 7 heures, et c'était pas 7 heures de blanc, c'était voilà, des discussions, sans préjuger de sa culpabilité ou de son innocence. En tout cas, on peut pas dire qu'elle n'ait rien dit. Mais voilà, vous avez ce couple qui est quand même, j'allais dire, bien éduqué, loyaliste, républicain, si ça veut encore dire quelque chose, et qui effectivement n'a pas voulu faire comment dire, les jusqu'au-boutistes dans la remise en cause de la justice. Écoutez, en tout cas, c'est très passionnant, et lisez-le. Tugdual Denis, la vérité sur le mystère Fillon, parce que effectivement, ce que vous montrez, c'est que, et c'est ça le problème, c'est que la politique, c'est noir et blanc, c'est pas le gris, et lui, c'est la complexité de ce personnage. Je suis tout à fait d'accord avec vous, André, parce que, en fait, c'est trop facile de dire, François Fillon, c'est quelqu'un qui a triché. Faut essayer de comprendre comment il éduque ses enfants, comment il cuisine, comment il mange, comment il dort, et je m'arrête là. Mais c'est aussi ça qui permet de voir la vérité d'un homme. Chacun se fera son avis en découvrant le quotidien de ce personnage, mais c'est trop facile effectivement d'être dans l'anathème. Et en tout cas, je crois que ce qui s'est passé autour de Fillon et le fillonisme n'est pas totalement terminé. On en reparlera. Merci à vous, Tugdual.